Les histoires judiciaires complexes révèlent toujours les mêmes pièges. Certains se forgent trop vite une opinion et d'autres se tiennent à un récit partiel. Tous les jeudis en direct sur YouTube et TikTok et en replay évidemment sur YouTube, partons en immersion dans les galeries de la vérité avec ces personnages, leur trajectoire et leur rôle. Vous chantiez, j'en suis fort aise, entrez dans les dossiers de la Fourmilière. Une enquête criminelle pour le commun des mortels est souvent abordée à travers un filtre. Le filtre des médias, le filtre des réseaux sociaux ou des communiqués de presse, parfois aussi avec quelques extraits d'audience aux assises, des livres ou des enquêtes journalistiques, mais la réalité est tout autre. Personne en dehors des acteurs de la procédure n'a accès à l'intégralité du dossier. Nous ne savons donc jamais exactement ce qu'il s'est passé à 100%. Nous n'avons pas accès aux rapports complets d'expertise, et même si nous les avions, nous ne serons pas forcément capables de les comprendre parfaitement, parce que nous ne sommes pas experts dans tous les domaines. Ce qui peut paraître étrange ou incohérent pour nous ne l'est pas nécessairement pour un enquêteur. C'est aussi oublier qu'une enquête criminelle n'est pas un travail improvisé. Il existe des procédures, des méthodes, des règles bien précises. Les enquêteurs travaillent dans un cadre strict, avec une éthique professionnelle, avec des procédures judiciaires et avec des dossiers qui doivent être constitués et transmis en bonne et due forme à la justice. Dans ce nouvel épisode, nous allons donc regarder comment l'enquête Jubilard s'est réellement déroulée. Nous allons aussi répondre à une affirmation que l'on entend souvent, celle du dossier soi-disant vide, car en réalité, un dossier judiciaire ne peut pas être vide. Nous verrons également comment s'expriment les différents acteurs de la procédure, les enquêteurs, les magistrats, les avocats, les experts, parce que chacun utilise des éléments de langage précis qui répondent à leurs fonctions, à des stratégies et parfois aussi à des interprétations. Bienvenue dans les dossiers de la Fourmilière pour cet épisode 8, Dossier vide. Salut à tous les fourmis, alors avant d'entrer dans le déroulé de l'enquête, il faut garder une chose en tête, une enquête se comprend dans le temps où elle se déroule. Avec plusieurs années de recul, il est très facile de dire « ils auraient dû comprendre ceci, ils auraient dû faire cela ». Mais les enquêteurs, eux, travaillent sans connaître la fin de l'histoire, ils avancent uniquement avec les informations dont ils disposent à un instant précis. En criminologie, on parle souvent d'un principe, l'information progressive. Chaque élément nouveau vient confirmer, modifier ou contredire l'hypothèse précédente. Ce qui peut sembler évident aujourd'hui ne l'était pas forcément au moment des faits. Les juristes parlent même d'un phénomène bien connu, le biais rétrospectif. C'est une tendance humaine à croire qu'un événement était prévisible une fois qu'il s'est déjà produit. Dans une enquête, ce biais peut être dangereux. Il donne l'impression que certaines choses étaient évidentes alors qu'elles ne l'étaient pas du tout au moment où les décisions ont été prises. Pour comprendre l'enquête, il faut donc faire un exercice simple, prenez place et installez-vous, et surtout, replacez-vous là où étaient les enquêteurs au moment de la disparition, avec les informations dont ils disposaient et avec toutes les incertitudes qui existent déjà à cet instant. C'est seulement à partir de là que l'on peut comprendre comment une enquête se construit réellement. Pour comprendre cette enquête, il faut commencer au moment précis où les gendarmes sont appelés, pas avec ce que nous savons aujourd'hui, pas avec les années d'enquête qui ont suivi, mais avec ce qu'un opérateur de gendarmerie entend au téléphone à 4h du matin. Cette nuit-là, nous sommes entre le 15 et le 16 décembre 2020, la France est sous couvre-feu sanitaire, il est interdit de circuler entre 21h et 6h du matin, sauf pour quelques motifs précis, professionnels, médicaux ou éventuellement promener son chien. Il fait environ 5 degrés dehors et les nuages ont déversé leur fardeau dans le nord d'Albi. Il est 4h09, Cédric Jubilard appelle la gendarmerie. La conversation dure plus de 4 minutes. Pour l'opérateur, la situation est simple. Il ne voit rien, il ne sait rien. Il n'a qu'une seule source d'information, les déclarations de Cédric Jubilard. Et dans cet appel, 4 éléments ressortent immédiatement. D'abord, Cédric explique que le couple est en train de divorcer. Ensuite, il évoque la possibilité d'un amant. Troisième point, la voiture de Delphine est toujours devant la maison. Et enfin, le téléphone de Delphine est introuvable. Avec ces seuls éléments, il est impossible pour l'opérateur d'émettre un diagnostic clair. La procédure prévoit donc l'envoi d'une patrouille de gendarmerie. 2 femmes gendarmes de la brigade de Pamplonne, située à environ 30 km de Cagnac-les-Mines, sont envoyées sur place. Elles arrivent vers 4h50 du matin et immédiatement une scène attire leur attention. Cédric est accroupi devant sa machine à laver. En les voyant, il referme le hublot.
Il porte un pyjama panda qui semble sale et usé. Les gendarmes décrivent un homme très anxieux qui pleure à plusieurs reprises, des sanglots rapides, entrecoupés de lamentations. Avant même que les gendarmes ne commencent leur inspection, Cédric leur demande de retirer leurs chaussures. Les gendarmes refusent, d'autant plus que l'entrée de la maison présente des traces de boue. Les gendarmes commencent alors une première inspection au rez-de-chaussée et au sous-sol. Les deux enfants dorment. Dans le salon, plusieurs éléments attirent leur attention. Le sac à main de Delphine est posé sur le canapé, tous les papiers sont à l'intérieur, et à côté de ce canapé, il y a un sac, un plaid et un drap posé sur l'assise. Comme si quelqu'un avait prévu de dormir là pendant la nuit. Mais un objet manque, le téléphone de Delphine est introuvable. Son chargeur, lui, est resté branché dans la maison. Cédric explique alors que Delphine a parfois l'habitude de sortir promener les chiens la nuit. Pendant l'échange, les gendarmes observent un comportement particulier, car Cédric alterne les moments de lucidité et des phases de stress intense, une forme de nervosité, et à un moment, le téléphone sonne, mais il ne décrochera pas. À ce stade, les gendarmes déclenchent une première procédure, une demande urgente de géolocalisation est envoyée à l'opérateur SFR. La réponse arrive rapidement, le téléphone de Delphine bande sur une antenne relais de Cagnac-les-Mines. Concrètement, cela signifie une chose, le téléphone se trouve quelque part dans un rayon d'environ 2 km autour du village. Les gendarmes en informent Cédric, il répond immédiatement « ça c'est son téléphone, mais c'est pas elle ». Vers 5h45, les gendarmes quittent la maison pendant environ 45 minutes. Elles effectuent une patrouille autour de Cagnac-les-Mines. L'objectif est simple, voir si une femme pourrait marcher seule dans le secteur. Et avant leur départ, Cédric prononce une phrase qui sera notée dans le procès-verbal. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant ?» À 6h30, les deux gendarmes reviennent au domicile. Cette fois, elles sont accompagnées de leur supérieur hiérarchique, un adjudant-chef. La première chose qu'ils demandent est simple, une seconde géolocalisation du téléphone de Delphine. Le résultat est identique, le téléphone borne toujours sur l'antenne relais de Cagnac-les-Mines. Pour les enquêteurs, cela signifie une chose, le téléphone est toujours dans un secteur immédiat. L'adjudant-chef interroge alors Cédric sur la tenue vestimentaire de Delphine. Cédric hésite, puis il finit par mentionner un détail, sa doudoune blanche ne serait plus là. Mais entre la première intervention et ce retour à 6h30, quelque chose a changé. Le comportement de Cédric semble différent, il se montre beaucoup plus bavard, la panique très visible du début semble être retombée, il développe davantage ses hypothèses, il évoque la possibilité que Delphine soit partie marcher seule dans la nuit. Peut-être même jusqu'à 10 km dans le noir par environ 5 degrés. Et il ajoute que cette disparition tombe mal car il doit prendre un bus à 6h45 pour aller travailler. À 6h45, les gendarmes décident alors d'inspecter les véhicules du couple. D'abord, il y a cette Peugeot 307 blanche de Cédric, elle est immobilisée, puis ils examinent la voiture de Delphine, une Peugeot 207 bleue. Plusieurs détails sont relevés, la voiture est garée dans le sens de la descente, ce point ne sera d'ailleurs pas mentionné dans le procès-verbal, mais il fera partie des observations réalisées sur place. L'une des vitres est légèrement entrouverte de quelques centimètres et les gendarmes remarquent aussi des traces de condensation. L'intérieur du véhicule est sale, peu entretenu, de la poussière est présente sur le tableau de bord et les tapis de sol sont terreux. Dans le coffre, les enquêteurs découvrent plusieurs objets, un ballon de football, un ballon de rugby dégonflé, des chaussures d'enfant, des vêtements tachés de peinture, une paire de bottines à talons taille 39 et puis un drap rouge. Pris isolément, aucun de ces éléments ne permet de conclure quoi que ce soit, mais dans une enquête, les gendarmes notent tout, parce qu'à ce stade, rien n'est encore anodin. Après cette inspection et une seconde patrouille dans Cagnac-les-Mines, les gendarmes quittent les lieux vers 7h. Cédric reste au domicile, il appelle son employeur pour prévenir qu'il ne viendra pas travailler, et surtout, il tente de joindre Delphine de manière très intensive, entre 3h54 et 7h50 notamment où le téléphone de Delphine s'éteint. Cédric enverra 4 SMS et passe 173 appels, ce qui correspond à un appel toutes les 80 secondes. Pour les enquêteurs, ce chiffre interpelle, mais à ce moment-là, ils ne peuvent pas encore en tirer de conclusion. Est-ce le comportement d'un homme paniqué, d'un homme qui cherche réellement sa femme, ou d'un homme qui veut laisser une trace de recherche ? À ce stade, ils constatent simplement l'intensité et la fréquence des appels. Un autre élément apparaîtra plus tard dans l'analyse technique du téléphone de Cédric. Entre 7h09 et 7h11, Cédric appelle Delphine 6 fois de suite, puis il se connecte à son jeu favori Game of Thrones, un jeu auquel il joue régulièrement, et ce détail peut sembler anodin, mais il peut aussi surprendre.
Mais les enquêteurs se garderont d'interpréter trop vite, car chaque geste numérique devient simplement un élément de contexte. L'enquête ne se repose pas seulement sur un élément spectaculaire, elle se construit avec une multitude de détails, et peu à peu, ces détails commencent à dessiner une première logique d'enquête. Le lendemain de la disparition, le 17 décembre 2020, l'enquête prend une nouvelle dimension. La police technique et scientifique arrive au domicile de Cédric Jubilard. La maison n'est plus seulement un lieu où l'on vérifie une disparition, elle devient une enquête potentielle d'investigation criminelle. Les techniciens procèdent à plusieurs saisies. Ils récupèrent notamment le drap housse du lit conjugal, la couette en laine polaire, ainsi que plusieurs vêtements de Cédric. Parmi eux, un polo Sergio Tacchini, une veste Quechua et un boxeur de l'Olympique de Marseille qu'il aurait porté les 15 et 16 décembre. Les techniciens réalisent également un prélèvement inhabituel mais classique dans ce type d'enquête. Ils récupèrent l'eau des siphons de la machine à laver. L'objectif est simple, vérifier si des traces biologiques auraient pu être éliminées par un lavage récent. À l'intérieur de la machine à laver, des enquêteurs découvrent une couette blanche lavée et 4 chaussettes dépareillées. Un détail attire leur attention. La veille, lors de la première intervention des gendarmes, cette couette avait été photographiée sur le canapé du salon. Elle se trouve désormais dans la machine à laver. Dans leur rapport, les techniciens décrivent l'état général de la maison. Selon eux, l'habitation est très désordonnée, proche du Capharnaüm. Les gendarmes parlent même d'un logement à la limite de l'insalubrité. Le drap housse bordeaux du lit conjugal est maculé de plusieurs traces. Le sous-sol, quant à lui, est couvert de déjections canines. Les enquêteurs utilisent le fameux Blue Star au rez-de-chaussée, un produit qui permet de révéler d'éventuelles traces de sang invisibles à l'œil nu. Mais malgré ces vérifications, aucune trace probante n'apparaît. Nous sommes seulement au 2e jour de l'enquête et pour l'instant, aucun élément matériel ne permet encore de comprendre ce qu'il s'est passé. Même si les techniques ne découvrent rien de décisif, un autre élément commence à attirer l'attention des enquêteurs, le comportement de Cédric Jubilard. À un moment, il demande à une voisine de venir dormir chez lui, au cas où Delphine reviendrait. Mais dans le même temps, il prend une décision différente. Il quitte la maison avec les enfants et part s'installer chez sa mère. À partir de ce moment-là, l'enquête se déploie dans toutes les directions, sur le terrain d'abord, avec des opérations de ratissage qui sont organisées dans la campagne autour de Cagnac-les-Mines. Les gendarmes réalisent également un travail de porte-à-porte dans le voisinage. Les enquêteurs vérifient les poubelles, les égouts, les caméras de surveillance des particuliers. Et en parallèle, plusieurs réquisitions judiciaires sont lancées, notamment auprès de Google. Le téléphone de Delphine étant associé à un compte Gmail, les enquêteurs espèrent retrouver des données de géolocalisation, mais cette piste ne donnera rien. Avant sa disparition, Delphine avait désactivé la fonction de localisation sur son téléphone. Le 18 décembre, l'enquête change d'échelle. La gendarmerie diffuse un appel à témoins sur Facebook. Chaque jour, des dizaines de militaires sont mobilisés, parfois jusqu'à 50 gendarmes sur le terrain, avec l'appui d'un hélicoptère qui survole la zone. Les recherches se concentrent sur plusieurs secteurs. D'abord Cap Découverte, un ancien site minier devenu lieu touristique, la réserve d'eau de Fourogue, la zone allant du golfe d'Albi jusqu'au pont de Marsac. Un drone intelligent est également déployé au-dessus du domicile. Son objectif est de détecter les objets et les vêtements et les anomalies au sol. À ce stade, les enquêteurs cherchent partout. Aucune hypothèse n'est encore privilégiée. Le 20 décembre, les recherches s'intensifient encore. Des plongeurs des brigades nautiques de Marseillan et de Saint-Cyprien sondent le lac de Cagnac-les-Mines et le Tarn du côté de la commune d'Arthès. Les enquêteurs inspectent également les lieux les plus proches du domicile, notamment la maison inoccupée depuis plusieurs années à côté du domicile des Jubilards. Cette maison est fouillée, la station d'épuration de la commune est vidée, puis inspectée. Un témoignage oriente aussi les enquêteurs vers une mare située à environ 50 mètres de la maison, car une personne se souvient d'une discussion avec Cédric qui aurait évoqué cet endroit comme un lieu idéal pour cacher un corps. À ce stade, l'enquête a déjà produit énormément de travail. En quelques jours seulement, environ 50 auditions de témoins, des analyses téléphoniques, des recherches de terrain et de nombreux recoupements. Et progressivement, 3 hypothèses principales apparaissent. Un départ volontaire, un homicide volontaire ou involontaire commis par le conjoint ou l'ex-conjoint, une mauvaise rencontre suivie d'un enlèvement et d'une séquestration. Les enquêteurs n'ont pas encore tranché, mais ils commencent à structurer leur raisonnement. Le dossier n'est plus seulement traité par les brigades locales, il est repris par la section de recherche de Toulouse, une unité spécialisée de la gendarmerie chargée des affaires criminelles les plus complexes. Cela signifie concrètement 2 choses. D'abord, les moyens d'enquête augmentent considérablement. Ensuite, les vérifications deviennent plus approfondies, notamment sur les lieux mêmes de la disparition.
Et c'est dans ce contexte que les enquêteurs décident de revenir longuement au domicile des Jubillards, qui est toujours placé sous scellé. Les enquêteurs ne se contentent plus d'une simple inspection, ils reviennent avec l'idée de tout vérifier. Un témoin explique aux gendarmes qu'au moment des travaux dans la maison, Cédric aurait évoqué lors d'une ancienne conversation la possibilité d'une pièce cachée. Les enquêteurs ne veulent pas ignorer ce type d'informations, ils décident donc de contrôler la maison en profondeur. Le garage est entièrement réorganisé pour permettre une inspection complète des volumes. Les objets sont déplacés, les espaces dégagés, afin de vérifier s'il pouvait exister une cavité ou un espace dissimulé. Les gendarmes utilisent notamment un géoradar, un appareil capable de sonder les structures et de détecter d'éventuelles anomalies derrière les murs ou dans les volumes maçonnés. Pareil pour le rez-de-chaussée, à la recherche d'une trappe dissimulée. Ils inspectent également le coffrage de la cheminée, récemment repeint en rouge par Cédric. Chaque structure est sondée, chaque volume est contrôlé. À l'extérieur, les recherches sont un peu plus compliquées. Le terrain est saturé d'objets métalliques, ferrailles, outils, matériaux, ce qui perturbe certaines méthodes de détection. Les enquêteurs adaptent donc leur technique et procèdent à plusieurs vérifications différentes, mais au final, aucune anomalie ne permet de mettre en évidence une dissimulation dans la maison ou sur le terrain. Au moment de ces opérations, Cédric n'habite plus dans la maison. Lors de la perquisition et de la mise sous scellé, il a laissé les clés aux enquêteurs. Quand les gendarmes reviennent travailler sur place, il est présent à proximité. Il assiste aux recherches toute la journée, il observe les enquêteurs pendant des heures, accompagné notamment de son beau-père Olivier. La scène est particulière. Une maison scellée, des gendarmes qui sondent des murs, et la famille qui regarde les recherches se dérouler. Dans un même temps, les brigades cynophiles sont mobilisées à plusieurs reprises. Au total, elles se déplacent 5 fois à Cagnac-les-Mines. Lors du premier passage, d'ailleurs, le maître chien donne une indication très importante. Selon lui, la piste du chien montre que Delphine ne serait pas sortie de la maison dans la nuit du 15 au 16 décembre. Le chien marque 2 boucles identiques, une sorte de trajet, mais ce passage pourrait correspondre à une sortie plus ancienne, possiblement datée de l'après-midi de la veille. Comme souvent avec les chiens de recherche, l'indice existe, mais la datation reste incertaine. C'est également à cette période que commencent à apparaître les premières fuites dans les médias. Certaines proviennent de témoins sollicités par les journalistes, d'autres viennent de personnes qui décident elles-mêmes de parler publiquement, et puis d'autres, carrément des avocats. Et plusieurs récits vont circuler. Par exemple, l'histoire du chien aperçu au stop, présenté comme un indice de déplacement. Cette information sera finalement démentie. Autre récit relayé dans l'espace public, l'idée d'un départ vers Daesh évoquée par une proche de Cédric. Là encore, cet épisode ne repose sur aucun élément matériel de l'enquête, mais les enquêteurs vont vérifier. Ces épisodes illustrent un phénomène fréquent dans les affaires très médiatisées, l'enquête judiciaire suit son rythme pendant que le récit médiatique se construit en parallèle. Une chose est sûre, à ce stade-là de l'enquête, lorsqu'il y a un doute, les enquêteurs vont faire des recherches. Plus tard, les enquêteurs ne regarderont que les pistes sérieuses. Une grande partie du dossier repose sur des expertises scientifiques. Mais lorsqu'on écoute attentivement les experts à la barre, on comprend une chose essentielle, la science ne fonctionne pas comme dans les séries télévisées. Elle ne donne pas toujours une réponse claire. Elle donne des probabilités, des limites et des hypothèses. L'un des points techniques majeurs du dossier concerne l'activité réseau du téléphone de Delphine Jubilard. L'expert explique d'abord un principe important. Un téléphone portable ne se contente pas d'envoyer des SMS ou des appels. Même lorsqu'il est inactif, il communique régulièrement avec les antennes relais. Ces communications sont appelées des événements réseau, et chaque fois que le téléphone se déplace d'une zone à une autre, il déclenche un nouvel événement. Les experts ont analysé les antennes relais autour de Cagnac-les-Mines, leur orientation et leur zone de couverture. En croisant ces données, ils ont défini une zone géographique qu'ils ont appelée la zone F. Cette zone couvre environ 515 000 m², soit l'équivalent de 74 terrains de football. Elle inclut notamment le domicile des Jubillards, une partie du lotissement et quelques rues voisines. L'analyse des événements réseau montre que le téléphone de Delphine ne quitte jamais cette zone pendant la nuit. Ce qui veut dire que si Delphine avait quitté le lotissement avec son téléphone, il aurait normalement déclenché un autre relais. Or, ce n'est pas le cas. Les experts retracent ensuite les moments où le téléphone a enregistré une activité. Le 15 décembre à 22h53, l'application Snapchat est ouverte. Peu après, Delphine écrit à son amant. Puis le téléphone semble quasiment immobile entre 22h26 et 23h48. Ensuite, un nouvel événement apparaît. À minuit 07, déverrouillage du téléphone. Puis un autre, 1h34, nouveau déverrouillage. Entre 1h49 et 7h48, aucun événement réseau n'est enregistré. Pour les experts, cela signifie que le téléphone est resté immobile ou s'est très peu déplacé. Mais un élément va attirer particulièrement l'attention des experts. À 6h52, une trace appelée
com.huawei.android.launcher apparaît dans les données Google. Cette trace correspond au moment où l'écran d'accueil du téléphone s'ouvre. Autrement dit, le téléphone a été déverrouillé. Or, ce téléphone est protégé par une empreinte digitale ou un code à 6 chiffres. Pour l'expert, ce déverrouillage correspond donc forcément à une action humaine. Mais il est impossible de savoir qui a manipulé le téléphone. Une limite importante, Google ne trace pas tout. Les experts du laboratoire Forensic Data expliquent ensuite une limite fondamentale. Les journaux d'activité Google ne tracent qu'une petite partie des manipulations d'un téléphone. En clair, certaines actions sont enregistrées, d'autres ne le sont pas. Ils ont essayé de reproduire certaines traces en laboratoire, notamment une notification appelée Discover apparue à 6h54, mais ils n'ont jamais réussi à reproduire exactement cette trace. Conclusion de l'expert, très peu d'activités sont enregistrées par Google, ce qui veut dire que l'absence de traces ne signifie pas qu'il ne s'est rien passé. Un avocat posera une question très précise, la fonction lampe torche du téléphone a-t-elle été utilisée dans la nuit ? Réponse de l'expert, il n'a trouvé aucune trace de cette utilisation, mais il précise immédiatement, l'absence de trace ne veut pas dire qu'elle n'a pas été utilisée. À 7h48, le téléphone s'éteint, et ce détail est important. Selon l'expert, l'arrêt est propre. Cela signifie soit un arrêt manuel, soit un passage en mode avion, soit une batterie vide. Mais cela exclut certaines hypothèses. Par exemple, une batterie arrachée ou un téléphone détruit brutalement. Un autre point technique concerne les cris entendus par les voisines. En janvier 2021, les enquêteurs organisent une expérimentation à Cagnac-les-Mines. Ils reproduisent des cris dans le lotissement en pleine nuit. L'objectif était de voir si les voisins pouvaient entendre ce type de bruit dans le lotissement. Résultat, personne n'entendra les cris de ce gendarme en pleine nuit d'hiver. Ce qui soulève une sorte d'affirmation. S'il y avait eu des cris ce soir-là du 15 décembre 2020, il fallait être dehors ce soir-là pour pouvoir les entendre. Un expert intervient également sur un détail, la condensation dans la voiture de Delphine. Les gendarmes ont constaté que les vitres étaient embuées. Or, la nuit du 15 au 16 décembre présente une météo particulière. Humidité très élevée, température relativement stable, et l'expert ne fermera pas totalement la porte sur la présence récente d'une personne dans l'habitacle. Mais il insiste sur un point, ce n'est qu'une hypothèse probable. Les analyses ADN sont également nombreuses. Les experts examinent la voiture, les lunettes, les vêtements, la couette, les siphons de la machine à laver, mais aucun sang humain exploitable n'est retrouvé. Les profils génétiques identifiés correspondent principalement à Delphine Jubilard et Cédric Jubilard. Ce qui ferme presque totalement la porte d'une irruption d'un tiers dans le domicile des Jubilard. Au final, lorsqu'on écoute les experts, un point apparaît clairement. La science ne dit pas « voilà ce qu'il s'est passé », elle dit plutôt ce qui est possible et ce qui est probable et ce qui est impossible. Et dans ce dossier, malgré toutes les expertises, aucune preuve scientifique directe d'un homicide n'a été trouvée. Alors cette enquête ne se joue pas seulement sur le terrain ou dans les laboratoires d'expertise. Elle se joue aussi dans l'espace médiatique et judiciaire. Et l'un des moments les plus contestés de tout le dossier intervient le 18 juin 2021. La conférence de presse du procureur est organisée. Ce jour-là, quelques heures après la mise en examen de Cédric Jubilard pour meurtre sur conjoint, le procureur de la République de Toulouse, Dominique Alzehari, convoque la presse. La conférence dure plus d'1 heure. Devant plusieurs dizaines de journalistes et une forêt de micros, il détaillera publiquement les éléments qui ont conduit les juges d'instruction à demander la mise en examen. Il insiste sur plusieurs points. Les cris entendus par les deux voisines à 23h07, la dispute évoquée par Louis, l'enfant du couple, le véhicule de Delphine retrouvé déplacé et la condensation observée, ainsi que le comportement de Cédric Jubilard dans la nuit, avec cette fameuse machine à laver remplie au moment de l'arrivée des gendarmes à 4h50. Selon lui, ces éléments constituent des indices graves et concordants, justifiant la mise en examen. Mais il prend aussi le soin de rappeler publiquement Cédric Jubilard conteste son implication et bénéficie de la présomption d'innocence. Au procès, la présidente rappelle l'article 11 du Code de procédure pénale. Cet article impose le secret de l'enquête et de l'instruction, mais il prévoit une exception. Le procureur peut communiquer publiquement afin d'éviter la diffusion d'informations fausses ou incomplètes ou prévenir d'un trouble à l'ordre public. Dominique Alzehari explique donc que la conférence de presse s'inscrivait dans ce cadre. Selon lui, l'affaire était devenue extrêmement médiatique dès les premières semaines.
Il évoque une pression importante des journalistes à la circulation de nombreuses rumeurs et même une pétition citoyenne demandant des explications de la justice. Dans ce contexte, il estime que le silence du parquet aurait alimenté les spéculations. 4 ans plus tard au procès, Dominique Alzehari est cité comme témoin à la demande de la défense. Une situation assez exceptionnelle, l'avocat général Pierre Aurignac le reconnaît lui-même à l'audience, c'est une comparution assez inédite et un peu anachronique. Il ajoute même non sans ironie, si vous êtes là, c'est que la défense va essayer de se payer un ancien procureur. Les avocats de Cédric Jubilard, maître Emmanuel Franck et maître Alexandre Martin, considèrent que cette conférence de presse a profondément marqué l'affaire. Selon eux, elle aurait contribué à présenter Cédric Jubilard comme coupable avant même son procès. Maître Alexandre Martin explique à la cour « Notre premier accès au dossier, c'est cette conférence de presse. » Et il ajoute « À la sortie, on se dit quand même, ce procureur va bien loin. » Il parle d'un accusé crucifié publiquement. La défense examine alors ligne par ligne les déclarations du procureur. Elle relève plusieurs éléments qu'elle considère comme inexacts. Par exemple, la couette dans la machine à laver. Lors de la conférence de presse, Dominique Alzehari évoque la présence de la couette utilisée par Delphine dans la machine à laver. Mais la défense rappelle que les premiers gendarmes intervenus sur place ont déclaré que la machine ne tournait pas à ce moment-là. Selon Maître Franck, le principal élément qui nous porte préjudice aujourd'hui, c'est la couette. Elle reproche au procureur d'avoir donné une version erronée de la scène et Dominique Alzehari répondra qu'il s'est appuyé sur les éléments qui lui avaient été transmis à ce moment-là. La défense révèle aussi d'autres points. Le procureur avait affirmé que Delphine avait récemment contracté un crédit pour acheter une voiture. Or, selon la défense, ce crédit n'existait pas. Autre exemple, l'idée que le couple faisait chambre à part, là encore, la défense conteste cette affirmation. Dominique Alzehari répond simplement « C'est ce qui m'avait été rapporté par les enquêteurs ». À un moment particulièrement tendu de l'audience, Maître Franck lance au procureur « Moi je considère que vous êtes le péché originel de ce dossier ». Selon elle, cette conférence de presse aurait orienté toute la perception publique de l'affaire. L'ex-procureur réplique calmement « L'acte fondateur de ce dossier, ce n'est pas la conférence de presse. L'acte fondateur, c'est la disparition de Madame Jubilard. » Autre sujet abordé pendant l'audience, les fuites médiatiques. Pendant plusieurs mois, des éléments du dossier apparaissent dans la presse, des auditions, des analyses techniques, des éléments d'enquête. La défense évoque même une possible proximité entre l'enquêteur et les journalistes. Dominique Alzehari rejette totalement cette idée. Selon lui, l'ampleur médiatique de l'affaire explique simplement la circulation d'informations. Un autre point sensible concerne un gendarme ayant expliqué à certains témoins que Cédric Jubilard était coupable à 90%. Ces propos auraient été tenus environ 2 mois après la disparition. La défense y voit un signe de biais dans l'enquête. Le militaire sera finalement écarté de la cellule d'investigation. La raison officielle est évoquée. Une proximité jugée malsaine avec certains témoins qui auraient pu être suspects. La défense évoque également plusieurs erreurs dans le traitement des données, par exemple l'erreur de bornage de l'amant. Dans un tableau technique, le numéro de téléphone de l'amant apparaît dans la liste des numéros ayant borné le 16 décembre 2020 à Cagnac-les-Mines. Mais lors du procès, un gendarme reconnaît cette erreur. Le numéro apparaissait en réalité dans la colonne des correspondants de Delphine, pas dans celle des antennes relais. Autrement dit, l'amant avait simplement échangé avec Delphine dans la journée. Son téléphone n'avait jamais borné dans le secteur de la nuit de la disparition. Et un autre point soulevé par la défense, un autre numéro aurait aussi borné dans les premiers procès-verbaux. Il s'agit du numéro d'une femme appelée Marlène, belle-sœur de la sœur aînée de Delphine. Ce numéro figurait dans certaines données téléphoniques, mais n'avait pas été correctement intégré dans les rapports. Les enquêteurs parlent d'une erreur administrative. La défense y voit un exemple de manque de rigueur dans l'enquête. Au fond, cette partie du procès révèle quelque chose de très important. Dans l'affaire Jubilard, il ne s'agit pas seulement de comprendre ce qu'il s'est passé dans la nuit du 15 au 16 décembre, il s'agit aussi de comprendre comment l'enquête a été construite, racontée et interprétée. Car il existe en réalité 2 récits. Celui des enquêteurs, qui voit dans l'ensemble des éléments un faisceau d'indices convergents, et celui de la défense, qui voit au contraire une accumulation d'interprétations fragiles et parfois erronées. Et c'est précisément entre ces 2 récits que les jurés devront trancher. Après près de 3 années d'instruction judiciaire, l'enquête sur la disparition de Delphine Jubilard arrive à une étape décisive. Depuis décembre 2020, le dossier est piloté par 2 juges d'instruction du pôle criminel de Toulouse, Audrey Assema, vice-présidente chargée de l'instruction et ancienne juge des enfants pendant 8 ans à la cour d'appel de Toulouse, et Coraline Chartier, juge d'instruction également affectée au pôle criminel. Pendant plusieurs années, elles vont superviser l'ensemble des investigations, auditions de témoins,
expertise scientifique, analyse téléphonique, confrontation, perquisition et commission rogatoire. Au total, le dossier va atteindre des dizaines de milliers de pages. La procédure entre dans sa phase finale à l'été 2023. Les juges considèrent que toutes les investigations utiles ont été réalisées. Le 3 août 2023, elle notifie officiellement aux parties la fin de l'instruction. Cette étape s'appelle l'avis de fin d'information judiciaire. À partir de ce moment-là, les parties disposent d'un délai pour demander d'éventuels actes complémentaires. Les avocats de Cédric Jubilard demandent alors plusieurs investigations supplémentaires, de nouvelles expertises techniques, des vérifications sur certains témoignages et des analyses complémentaires sur certains éléments matériels. Certaines demandes sont refusées, d'autres sont examinées. Après cette phase, les juges rédigent un document essentiel, le réquisitoire définitif du parquet, puis l'ordonnance de mise en accusation. Le parquet de Toulouse analyse l'ensemble du dossier et transmet ses conclusions. Il estime que les charges sont suffisantes pour juger Cédric Jubilard devant une cour d'assises. Les juges d'instruction doivent alors prendre leur décision. Le 21 novembre 2023, Audrey Assema et Coraline Chartier signent l'ordonnance de mise en accusation. C'est un document très détaillé qui reprend toute l'instruction. Les magistrats analysent la chronologie de la nuit du 15 au 16 décembre 2020, les expertises scientifiques, les auditions de témoins, les analyses téléphoniques, les incohérences dans les déclarations de Cédric Jubilard. Dans leur raisonnement, elles mettent en avant plusieurs éléments. Premièrement, le contexte conjugal. Les juges rappellent que Delphine Jubilard avait envisagé une séparation. Elle entretenait une relation avec un autre homme. Selon elles, cette situation avait créé un climat conflictuel dans le couple. Deuxièmement, elles retiennent également les déclarations du fils du couple. Louis évoque une dispute entre ses parents le soir du 15 décembre. Puis, une scène de lutte. Pour les juges, ce témoignage constitue un élément central de l'instruction. Troisièmement, les magistrates évoquent également les cris entendus par deux voisines vers 23h07. Ces cris sont considérés comme compatibles avec l'horaire où Delphine échangeait encore des messages avec son amant. Quatrièmement, les juges analysent ensuite les différentes versions données par Cédric Jubilard. Elles parlent d'explications évolutives, certaines déclarations sont contredites par les témoignages, par des analyses techniques ou par les données téléphoniques. Enfin, elles soulignent que toutes les autres hypothèses ont été explorées, départ volontaire, suicide, intervention d'un tiers. Aucune de ces pistes n'a permis d'expliquer la disparition. Dans leur ordonnance, les juges écrivent une phrase qui va immédiatement faire réagir la défense. Elles affirment que Cédric Jubilard est l'auteur du meurtre de son épouse. Pour elles, l'ensemble des éléments constitue un faisceau d'indices, graves et concordants. Cette formulation signifie juridiquement qu'elles estiment les charges suffisantes pour un procès criminel. Mais la défense considère que cette phrase va beaucoup trop loin. Les avocats de Cédric Jubilard décident alors de lancer deux procédures. Le 13 février 2025, ils déposent une requête de récusation contre les juges d'instruction. Puis le 15 février, ils saisissent également la Cour de cassation. Leur argument est simple. En écrivant que Cédric Jubilard est l'auteur du meurtre, les juges ont déjà formé une conviction définitive. Or, dans une procédure pénale française, seuls les jurés de la cour d'assises doivent décider de la culpabilité. Maître Franck explique alors « Elles ne peuvent plus être considérées comme impartiales puisqu'elles ont déjà désigné le coupable supposé. La conséquence est immédiate. En attendant la décision de la Cour d'appel de Toulouse sur cette demande de récusation, certains actes d'enquête supplémentaires sont suspendus. Le dossier entre alors dans une nouvelle phase, celle du procès devant la Cour d'assises. Après l'ordonnance de mise en accusation, le dossier est transmis à la Cour d'assises du Tarn, siégeant à Albi. Le procès doit permettre de trancher une question fondamentale. Les éléments du dossier permettent-ils réellement de conclure à la culpabilité de Cédric Jubilard ? Car malgré plusieurs années d'enquête et des milliers d'actes d'investigation, un élément essentiel manque toujours, le corps de Delphine Jubilard n'a jamais été retrouvé. On est d'accord, cette affaire devient tellement médiatisée que deux dynamiques apparaissent. La première est la procédure judiciaire qui suit des règles précises fixées par la loi. La deuxième est celle du débat public qui fonctionne avec des perceptions, des extraits d'informations et parfois des fragments du dossier qui circulent. Comprendre cette affaire nécessite donc de comprendre comment fonctionne réellement la justice pénale française. Et on va voir la présomption d'innocence. La première règle fondamentale est celle de la présomption d'innocence. Elle est inscrite dans plusieurs textes fondamentaux. L'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789, l'article 6 alinéa 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du Code de procédure pénale. Et le principe est simple. Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été reconnue coupable par une juridiction. Cela signifie que durant toute la procédure, une personne peut être suspectée, mise en examen, placée en détention provisoire, tout en restant juridiquement innocente.
Dans l'affaire Jubilard, même après sa mise en examen en juin 2021 et son renvoi devant la cour d'assises, Cédric Jubilard reste juridiquement présumé innocent tant que la cour d'assises ne s'est pas prononcée. C'est une distinction fondamentale entre le soupçon judiciaire et la culpabilité pénale. Une procédure criminelle repose sur plusieurs acteurs, chacun avec une fonction précise. Dans cette affaire, l'enquête est menée principalement par la section de recherche de Toulouse et la brigade de recherche d'Albi. Leur rôle est de collecter des preuves. Ils réalisent les auditions, les perquisitions, les expertises techniques, les analyses téléphoniques, les recherches terrain. Chaque acte est consigné dans un procès-verbal. Ces procès-verbaux constituent la base du dossier judiciaire. Ensuite, on a le procureur de la République. Le procureur représente le ministère public. Il dirige l'enquête au début de la procédure et décide d'ouvrir une enquête, de la classer ou de saisir un juge d'instruction. Et dans l'affaire Jubilard, M. Al-Zehari décide d'ouvrir une information judiciaire quelques jours après la disparition. Cela signifie que l'enquête est confiée à des juges d'instruction. Ces juges d'instruction ont une mission particulière. Selon l'article 81 du Code de procédure pénale, ils doivent instruire à charge et à décharge. Cela signifie qu'ils doivent rechercher des éléments qui accusent, mais aussi ceux qui pourraient innocenter. Dans cette affaire, ce sont nos deux magistrates qui ordonnent les expertises, les auditions, les confrontations, les reconstitutions éventuelles. Et puis après, on a les avocats. Et les avocats ont un rôle essentiel. Ils vont représenter la défense ou les parties civiles, et nos avocats, ils vont pouvoir contester les expertises, demander de nouveaux actes d'enquête, interroger les témoins, soulever les irrégularités de procédure. Leur rôle n'est pas de chercher la vérité absolue, mais de défendre les intérêts de leurs clients dans le cadre du droit. Et autour de tout ça, il y a cette réalité qui apparaît, les fuites d'informations. Et le Code de procédure pénale prévoit pourtant un principe clair. L'article 11 du Code de procédure pénale. Et la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction est secrète. Mais dans la pratique, des éléments peuvent se retrouver dans la presse. Cela peut provenir de plusieurs sources. Dans notre cas, certaines informations ont circulé très tôt dans les médias, notamment les éléments de garde à vue, des extraits d'audition, des hypothèses d'enquête. Ces éléments peuvent parfois être sortis de leur contexte, ce qui alimente les débats publics. Et là, je vous vois venir. Qu'est-ce qu'un vice de procédure ? Un autre terme qui revient souvent dans les débats judiciaires. Un vice de procédure correspond à une irrégularité juridique dans le déroulement d'une enquête ou d'une instruction. Je vous donne quelques exemples. Une perquisition réalisée sans base légale, une garde à vue irrégulière, une violation des droits de la défense. Lorsque cette irrégularité porte atteinte aux droits fondamentaux, elle peut entraîner l'annulation d'un acte d'enquête et parfois même l'annulation d'une partie de la procédure. Peut-il y avoir un vice de procédure dans l'affaire Jubilard ? Dans l'affaire Jubilard, la défense a contesté certains éléments de l'enquête. Par exemple, des interprétations d'expertise, certaines déclarations médiatiques, ou des points de vue techniques du dossier. Mais jusqu'à présent, aucune juridiction n'a considéré qu'il existait un vice de procédure majeur susceptible d'annuler l'enquête. Cela ne signifie pas que tous les éléments sont incontestables. Cela signifie simplement que, juridiquement, la procédure a été recevable et régulière jusqu'à présent. Justice et opinion publique, c'est là que la différence se fait. Dans l'espace public, les hypothèses circulent, les théories se confrontent, les convictions se construisent, mais la justice ne peut pas fonctionner sur des impressions. Elle doit s'appuyer uniquement sur les éléments du dossier, les expertises, les auditions et le débat contradictoire à l'audience. Au fond, cet épisode ne dit pas aux gens quoi penser. Il rappelle surtout comment une enquête et une procédure se construisent réellement, et dans l'affaire Jubilard, on voit bien qu'une enquête criminelle n'est ni un film, ni un simple récit médiatique. Et d'ailleurs, ni même une addition de convictions personnelles. C'est un travail lent, procédural, contradictoire, où chaque élément est replacé dans son temps, dans sa fonction, dans ses limites. On part d'un appel à 4h09 du matin, de quelques déclarations faites à chaud, d'une maison observée dans l'urgence, d'un téléphone qui borne encore à Cagnac-les-Mines. Et je vous passe d'une voiture, d'une couette, d'une machine à laver, de 173 appels, d'une connexion à Game of Thrones, et depuis lors, l'enquête va s'étendre. Elle fouille, elle vérifie, elle auditionne, elle cherche dans les champs, dans les lacs, dans les téléphones, dans les scellés, dans les incohérences, dans les habitudes, dans les récits. Elle explore des hypothèses, elle enferme certaines, elle en conserve d'autres. Puis vient le temps des experts. Et les experts ne disent pas « voilà ce qu'il s'est passé ». Ils disent plutôt « voilà ce qui est techniquement possible, voilà ce qui est probable, voilà ce qui n'est pas démontré, voilà ce qui ne peut pas être affirmé ». Puis vient le temps judiciaire.
celui du procureur, des juges d'instruction, de l'ordonnance de mise en accusation, du renvoi devant les assises. Et là encore, on comprend une chose importante, la justice ne fonctionne pas avec des impressions, ni avec des montages de réseaux sociaux, ni avec des phrases isolées. Parce qu'en réalité, entre la certitude militante et la théorie saugrenue, il y a la justice. Et la justice, elle a une obligation que n'a pas l'opinion, justifier ce qu'elle retient, écarter ce qu'elle ne peut pas prouver, et faire tenir un raisonnement. Et dans cette affaire plus qu'ailleurs, il faut garder cette ligne claire. Ne pas confondre un soupçon avec une condamnation, une hypothèse avec un fait, une fuite médiatique avec une pièce de procédure. Et surtout, une erreur d'enquête avec un vice de procédure. Et encore, une conviction personnelle avec une vérité judiciaire. Parce que tant que la justice n'a pas définitivement tranché, une seule règle demeure, la procédure parle et l'opinion, elle, commente. Et peut-être qu'à ce stade, vous vous demandez encore, mais au fond, ce dossier est-il vraiment vide ? Alors je vais vous aider à répondre à cette question avec quelques chiffres qui suffisent à en mesurer l'ampleur. Le dossier d'instruction compte 15 136 cotes, 15 136 documents authentifiés, numérotés et protégés dans la procédure. Ces pièces sont réparties dans 27 tomes d'instruction, et au procès, la Cour a entendu 65 témoins, et 11 experts scientifiques venus expliquer leur analyse, entre la téléphonie, l'ADN, l'acoustique. À cela s'ajoutent plus de 2500 actes d'enquête, plus de 300 personnes auditionnées, 273 téléphones analysés, des centaines de procès-verbaux et plusieurs années d'investigation. Sur le terrain, pendant des semaines, plus de 2000 personnes ont participé aux battues, encadrées par 60 militaires et jusqu'à 50 gendarmes mobilisés chaque jour pendant une semaine. Et puis des plongeurs, un hélicoptère, un drone. Au total, l'enquête représente près de 450 000 € de moyens judiciaires mobilisés, soit environ 15 fois le coût d'une enquête criminelle classique. Alors non, un dossier comme celui-là n'est pas vide, et ce n'est pas parce qu'un corps n'a pas été retrouvé que le dossier disparaît avec lui. Dire cela reviendrait presque à faire disparaître Delphine une deuxième fois. Et puis il faut aussi garder une autre chose en tête. Une enquête de cette ampleur ne repose pas sur une seule personne. Elle implique des enquêteurs, des magistrats, des experts, des avocats, et au final une cour d'assises composée de jurés citoyens. Et ce dossier, désormais il est entre les mains de la justice, la procédure parle, et un jour ce sera au tour du verdict. Merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps d'écouter les épisodes des dossiers de la fourmilière. Merci les fourmis, merci à vous qui suivez ce travail, qui posent des questions, qui cherchent à comprendre et qui participent au débat avec sérieux et respect. Dans une affaire comme celle-ci, il est facile de choisir un camp, beaucoup plus difficile de regarder les faits, les procédures et les limites de ce que nous savons réellement. Alors merci à celles et ceux qui acceptent cet exercice, celui de prendre du recul, d'écouter, d'analyser et parfois douter. Merci aussi à celles et ceux qui travaillent dans l'ombre de ces affaires, que ce soit les journalistes, les enquêteurs, les magistrats, les experts, les avocats, dont le travail permet d'éclairer pièce par pièce la mécanique d'un dossier judiciaire. Et merci à vous, les fourmis. Parce qu'au fond, la fourmilière repose sur une idée simple, observer les faits, patiemment, sans bruit inutile, et laisser la vérité émerger. On se retrouve à très bientôt pour le prochain dossier. Le prochain dossier risque d'arriver au mois d'avril pour avoir un épisode 9 qui traitera de stratégie, et notamment de la stratégie de la défense depuis le début de cette affaire. N'oubliez pas de vous abonner, de poser un like et de regarder les épisodes manquants si vous les avez ratés. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Dans la nuit, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de héros, il n'y a que des vérités qui attendent qu'on ose les regarder. Les murs se taisent, le vent accuse, décembre étouffe les cris. Un téléphone s'éteint, une maison respire. Le silence devient roi, et dans l'ombre quelque chose bascule.